Comme tous les ans, avec l'arrivée des troupeaux en estive, la commune de Saint-Étienne-de-Tinée organise la fête de la transhumance, une très belle manifestation. Pour l'occasion, on ouvre les musées, on fait des démonstrations de métiers anciens, on rallume même le vieux four qu'il faut une semaine pour faire chauffer. Allez, on va faire ça comme ça, oui. Ah, super. Et le pain impeccable. Les poules à 1,5 €. Par exemple, Ça, c'est la châtaigne. ouais. Ça fait combien de jours que vous l'avez allumé le four? Une semaine. Une semaine? Lundi. Depuis lundi, tout. Bonjour. Et là, vous allez faire combien de pain? Oh, toute la journée. Hein. Et toute la journée, ça veut dire quoi? Vous savez à peu près combien vous allez en faire ou pas? Je sais pas, ça va être de l'ordre 200, 150. Plus des pistes saladières, des trucs comme ça? Voilà, tout ce que vous avez autour de vous là. Saladière, pizza, viennoiserie. Après, je prépare mes tartes. Je suis encore dans mes sablés là. Et puis voilà, il y aura tarte bistrée, tarte aux pommes. Voilà. Merci Donc, beaucoup. je suis là jusqu'à 17h, 18h. Il est encore tôt, tout le monde se prépare, la foule n'est pas encore là. Profitons-en pour aller voir l'association des musées. Là, nous avons une cardeuse pour la laine. Le café d'orge. Alors le café d'orge, Oui. faire un bon café d'orge, il faut aller récolter déjà l'orge de bon matin, Oui. avoir de l'orge bien frais, que l'on fait sécher, nous en avons qui est tout prêt. Ensuite, ce qui est très important pour le café d'orge, c'est de le torréfier, de le faire griller comme un bon café, que l'on fait torréfier sur une flamme au feu dans une boule qui tourne, en surveillant bien le café pour qu'il ne brûle pas. Une fois que les graines d'orge sont bien torréfiées, on les étale pour les laisser refroidir. Ensuite, on les met dans un petit moulin, style moulin Peugeot d'antan. Il y en a différentes sortes, pour avoir une mouture quand même assez fine, qui permettra ensuite, lorsque l'on aura fait bouillir l'eau sur notre bon poêle d'antan, Genre trèfle. voilà, l'eau bouillante étant prête, on verse la mouture d'orge sur l'eau bouillante, Un peu comme du Nescafé, voilà. comme le Nescafé. Pour la faire décanter, on verse dessus un petit peu d'eau froide à la louche, de façon à ce que la mouture tombe au fond du pot, et on laisse infuser pendant une bonne demi-heure, de façon à avoir un bon café à l'ancienne, comme on faisait un petit peu le café turc. Ensuite, on récupère le café que l'on filtre pour ne pas avoir le marc, contrairement au café turc. Voilà. À ce moment-là, on a un vrai café d'orge, ce qui remplaçait le café. C'était un ersatz, quoi. Voilà, c'est un ersatz. Continuons avec les métiers anciens, ici le rémouleur. Là, ce sont les différentes façons de filer, la quenouille et le rouet. Ici, une autre cardeuse. Alors ça c'est le cardage. Voilà, et l'autre à côté c'est pour les matelas. Voilà, c'est pour les matelas. Bien qu'elles soient bien éparpillées, Là c'est en panne. Oui, je vais vous Et faire. après là c'est la quenouille. C'est la quenouille et le fouillot. Ah non, moi, Là, nous avons démonstration de dressage d'un chien de berger, un border collie, qui mène les canards au milieu des gens.
la bonne tête de chien. Manu, alors là vous avez un border collie que vous emmenez au milieu des gens avec des canards. C'est pas difficile, comment ça se passe? Non, ça va. Après, le chien il est habitué à travailler avec des troupeaux, donc ça ne le dérange pas des masses. Le plus gênant pour lui à la limite c'est la foule et les autres chiens, mais après l'intérêt pour lui c'est les animaux, donc après il reste concentré dessus. Bon, et donc il obéit aux ultrasons, c'est ça? Ouais, il obéit aux ordres, ouais. Et c'est long à apprendre. Qui c'est qui vous a appris à dresser un chien comme ça? Parce que c'est phénoménal quand même. Moi, c'est mon ancien patron qui m'a formé à ce genre de choses. Parce que moi, j'ai gardé une dizaine d'années pour la même personne qui justement fait du dressage et qui m'a formé pour le dressage de mon chien. Et après, moi, je continue parce que maintenant, j'en ai 2 de chiens. Là, le chien qui a travaillé tout à l'heure, Flamme, il a 4 ans et demi. J'ai une autre chienne qui a 9 ans. Qui fait la même chose aussi. Autrement, habituellement, il travaille en montagne sur des troupeaux, en chèvre, en brebis. Et ça, pour lui apprendre ça prend combien de temps? Le chien il commence à être autonome dans le travail vers 3 ans à peu près. Ouais, donc il faut l'emmener avec un autre pour qu'il apprenne avec, ou alors c'est une école de patience? Ouais, en fait le chien, normalement il travaille pour moi et pas pour l'autre. En fait, si on met 2 chiens en parallèle, ils vont avoir tendance à travailler entre eux. Ça va être un jeu entre eux, et le jour où on enlève un des 2 autres chiens, un des 2 chiens, on va avoir un résultat qui va être différent. Alors que moi, les miens, je les fais travailler ensemble et séparément. Ils travaillent aussi bien l'un avec l'autre que séparés. Donc l'intérêt, c'est justement de pouvoir travailler qu'avec un seul chien, et puis là, pour moi, c'est une relève. Parce que Bulle, elle a 9 ans, Flamme, il a 4 ans et demi, et Bulle, elle travaille de moins en moins sur les longues distances parce qu'elle fatigue beaucoup plus vite. Donc le sifflet, il y a combien d'ordres? J'ai 5 ordres principaux qui sont gauche, droite, marche, pouce et stop. Après, j'affine un peu dans le travail pour le faire plus ou moins écarter sur la gauche ou sur la droite. Et après, je lui ai appris à regarder derrière, qui est encore un autre ordre. Mais tout ça, c'est des ordres qui au départ sont appris à la voix. Ouais. Et après, ils sont traduits au sifflet. Au fur et à mesure, j'ai changé les ordres à la voix au sifflet pour pouvoir travailler plus loin. D'accord. Bonjour, Caroline. Les 2 plus belles. Et Camille en stéphanoise. Camille, c'est la « 10h, c'est l'arrivée des rois de la fête, les bergers et leurs troupeaux de 1200 bêtes. C'est un troupeau qui vient de Pertuis dans le Gard. Ça, c'est le premier passage. Le troupeau va repasser plusieurs fois dans le village. Toutes les associations se sont bien mobilisées. Franchement. Bon alors, vous faites quoi de bon là? Là, on est en train de, avec l'association Nous Estèves Anciens, on est en train de préparer les ganses. Là, si tu te tournes un petit peu sur la droite, là, dans un moment, tu vas voir, on fabrique les ganses devant les gens. Et ça leur fait plaisir. On la remettra encore par l'option et après Oui. D'accord. Et là, avec un simple rouleau, on étale. Voilà. Et la pâte, on peut la parfumer avec quelque chose? Du citron. Du citron. On prend un zeste de citron et le jus du citron. Et par contre, on peut mettre sur la flotte de boucher. Ah voilà.
Là, il n'y en a pas parce que tout le monde l'aime pas. D'accord. Un petit tour au stand de la Société de chasse de Saint-Étienne-de-Tinée. Ici, nous sommes donc à la Fédération de chasse, c'est ça, enfin la Société de chasse. Moi je suis membre de l'association pour la cotation des trophées en France. Donc, je représente l'association sur le plan départemental avec son président Émile Bertrand. Et en fait, on est chargé de faire la cotation des trophées qui sont prélevés en action de chasse. Donc on rentre ces cotations dans une base de données qui est envoyée sur le plan national, qui est traitée donc, sur le plan national et qui sera ensuite donc, inscrite dans un livre qui paraît tous les 5 ans. Bon, alors, comment on cote un trophée? Alors, par exemple, ici, vous avez un trophée de chamois. En fait, la caractéristique du chamois, c'est déjà de savoir si c'est une espèce mâle ou femelle. Ici, on a affaire à une espèce mâle, parce que la courbure est beaucoup plus importante. À partir de là, on va prendre la longueur, on va prendre l'écartement, on va prendre la hauteur, on va prendre la circonférence et l'âge. Tous ces critères-là vont permettre effectivement de sortir une cotation. Pendant ce temps-là, le troupeau qui continue à tourner dans le village. Ici, on creuse des troncs de mélèze pour faire des jardinières et des bas de chasse. Là, ce sont les scieurs de long. C'est comme ça qu'on faisait les planches avant les scieries. Le passage du troupeau dans le centre du village avec Christian Estrosi, Madame le maire et les élus tels que la conseillère départementale et le président du conseil général. Donc ils partent maintenant vers la rue Longue, la place Saint-Main, le boulevard Napoléon et resteront toute la journée au parking du Cabot, à côté d'Yvetot. Quelques danses folkloriques, n'oublions pas que nous sommes dans le comté de Nice. C'est la Sandanote, c'est pas très loin. À 11h, c'est l'heure de la messe avec le départ de la procession des pénitents blancs et noirs jusqu'à la placette aux Muses.
être dite en grande partie en patois. Chapiteau, on va pas dire la place des Mules, on va dire la place Marlène. Pendant ce temps-là, nous allons voir comment on confectionne les colliers de mouton, les sonnailles. Celui-là, il est bon, hein. Bon, donc là, on dirait que ça marche. Celui-là, ça va. Là, ça va. Il n'est pas top, mais bon. C'est du bois de Citis, c'est ça? Exactement. Vous l'avez laissé bouillir pendant combien de temps? Toute la matinée? Là, il y a 2 heures qui cuit, mais c'est pas suffisant. Il manque encore 2 heures. Et après, ça doit, après, ça ira mieux. Ça doit rester séché combien de temps? Une bonne semaine. Voilà, et puis ça s'appelle des achambis. Achambis, ouais. Comment? Achambis. Achambis. Les colliers de mouton. Là, ce sont des barillons, c'est pour transporter le foin. Midi, c'est l'heure des allocutions. Allons voir sur la place. Je suis très heureuse de vous accueillir sur la place de notre village pour la 26e édition de la fête de la transhumance et des bergers, fête qui marque l'entrée dans la saison estivale. Occasion de rendre hommage à tous nos bergers, qu'ils soient résidents ou transhumants, et leurs troupeaux qui quittent les pâturages des Alpes de Haute-Provence et du Var pour rejoindre nos alpages pour la période estivale. C'est également l'occasion de rendre hommage à tous nos anciens éleveurs du village et des hameaux, et ils sont nombreux. Ces bergers ont une vie rude. Ils doivent affronter non seulement les conditions météorologiques parfois violentes, mais aussi les attaques de loups qui déciment leurs troupeaux et sont aux portes de nos villages. Ainsi, nous avons eu à déplorer 2 attaques de loups sur le troupeau de notre ami berger, Jean-Louis Fabre, à Douance. Vous vous souviendrez aussi de l'attaque d'une biche dans un jardin potager de notre village le 7 mai. Notre député, maire de Nice et président de la métropole, est très sensible à ce dossier. Il est intervenu auprès des instances gouvernementales avec un groupe d'éleveurs, dont Jean-Pierre Issautier, maire de Saint-Dalmas-le-Selvage. Mais je laisserai le soin à Christian Estrosi de développer son action dans ce domaine. Je tiens pour ma part à remercier M. Barbier, président de la société de chasse, et les chasseurs pour le prélèvement qui a été réalisé samedi matin dans le secteur de la Blache, suivant l'arrêté préfectoral d'autorisation de tir. La transhumance fait partie de notre patrimoine et reflète une certaine culture de notre identité entre mer et montagne. Au-delà de l'attachement profond que nous portons à nos traditions, la transhumance présente à la fois une dimension économique en mettant en avant l'activité pastorale que nous souhaitons protéger, mais aussi un intérêt écologique, car elle permet de préserver la biodiversité de nos espaces naturels. Et cette fête de la transhumance, c'est aussi la transmission de notre culture, notre histoire, notre authenticité. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fête de la transhumance. Alors il est vrai, cette fête de la transhumance, c'est un rendez-vous incontournable. Elle annonce la venue de nos bergers dans nos alpages, et aujourd'hui c'est aussi l'occasion de leur souhaiter la bienvenue et de réaffirmer notre attachement au pastoralisme. Et je veux à ce titre remercier le président du département, Éric Ciotti, qui, dans le cadre de mon nouveau mandat de conseillère départementale, m'a confié
la mission de suivre tout particulièrement la mise en œuvre de la politique rurale du département. Cette politique, elle est vaste, elle comprend différents volets et notamment toute une série d'aides en faveur de nos éleveurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation paradoxale parce que nous, en tant qu'élus, nous votons des aides qui visent à améliorer les conditions de travail de nos éleveurs. Et aujourd'hui, le métier de berger, je crois, n'a jamais été aussi difficile, et ce, en raison de la menace constante que le loup fait peser sur remettre symboliquement à Gilbert Barbier la médaille du département pour l'action que conduisent avec le talent qu'on leur connaît et surtout avec l'efficacité qui quelquefois me rend jaloux, mes amis chasseurs de Saint-Étienne-de-Tinée. Et j'ai promis à Gilbert que je serai, et à Claude que je serai avec eux lors d'une prochaine battue au loup. Voilà, mes amis de Saint-Étienne, ce que je voulais vous dire, non sans vous redire l'engagement sans réserve du conseil départemental pour notre montagne, pour Saint-Étienne, pour ses associations, et vous redire du fond du cœur mon engagement personnel, ma fidélité et mon affection. Non seulement vous témoignez ma gratitude d'être là aussi nombreux comme chaque année pour montrer qu'il y a une vraie communauté de pensée et de destin, là où certains voudraient séparer dans notre pays le monde rural et le monde urbain, qu'il y a la solidarité de l'un et de l'autre. Et je veux dire à tous ceux qui nous ont permis cette année encore, et le refaire après tous mes prédécesseurs à ce micro, mais c'est nécessaire. Une fois par an, c'est leur journée. Ce sont eux qui la mettent en œuvre. Que ce soit bien évidemment d'abord nos bergers qui amènent les moutons qui nous permettent et les brebis qui nous permettent ici de partager cet instant où ils regagnent les estives et où ils vont vivre des semaines et des mois si difficiles tout en tentant de s'accrocher à ce métier qui est un héritage de père en fils depuis tant de générations. Je veux remercier tous les artisans de la fête. Nous avions les pouvoirs d'un juge d'instruction et où nous avons conclu au fait que le loup n'était pas revenu naturellement dans les Alpes et d'abord dans les Alpes-Maritimes, et que je m'appuyais non seulement sur les 6 mois d'enquête que nous avons conduits de partout, de tous les témoignages depuis le parc des Abruzzes à l'est de Rome, jusque dans les Alpes, à travers la Ligurie, à travers le Piémont, et qu'en plus je m'appuie toujours sur cet article du 14 mai 1996 de la vie agricole, où de manière anonyme, des gardes du parc national du Mercantour attestent qu'ils ont introduit dans notre parc de manière artificielle en 1992 des loups. Le loup n'a pas à continuer à être protégé par la Convention de Berne. Nous avons demandé non pas sa régulation, je continue à demander son éradication. Nos anciens n'ont pas réussi à venir à bout du loup en 1920 pour qu'il n'y en ait plus et qu'on ait la paix dans nos villages, qu'on ait la paix dans nos massifs, que l'on puisse pendant des siècles et des siècles avoir des éleveurs, des agriculteurs qui entretiennent nos pâturages, et aujourd'hui devoir subir ce fléau, puisque cette année, je veux le rappeler, c'est 2500 attaques, 6000 bêtes victimes du loup, dont 70% dans les Alpes du Sud, c'est-à-dire que ça n'est plus une espèce en voie de développement, c'est une espèce en voie de prolifération. Il faut inverser le cours des choses. Merci à Gilbert Barbier, merci à Claude Fabron, merci à la Fédération de chasse de Saint-Étienne-de-Tinée d'avoir donné hier l'exemple. Je n'en doutais pas, je connais leur talent, qu'ils sachent qu'on est derrière eux de toutes nos forces, comme derrière tous nos éleveurs. Le dire sur la place de Saint-Étienne a tout son sens. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'incarner ces valeurs de la France éternelle aujourd'hui à Saint-Étienne-de-Tinée.